Est né et a grandi dans une communauté catholique qui a été reconnue comme un mouvement sectaire en 2014, si je ne me trompe pas. Et au Exact. sein de cette communauté, vous avez vécu d'innombrables violences, des violences psychologiques, des phénomènes d'emprise, une perte de liberté individuelle majeure, mais aussi des violences physiques et des violences sexuelles. Je trouve que la plupart des psychiatres, il manque beaucoup de formation. Et moi, j'avais vraiment besoin de pouvoir apporter un témoignage en tant que personne ayant un TDI, de pouvoir faire en sorte que ce soit peut-être un peu plus connu et que plus de psychiatres se forment. C'était important aussi pour moi de lutter contre les a priori qui peuvent être derrière ce trouble. Des personnes peuvent penser que c'est des choses qui sont fausses, qui sont inventées ou ce genre de choses-là. Et j'avais besoin de pouvoir parler de ce que moi je vivais. Et j'ai aussi toute une démarche actuellement où je suis en train de me former pour être père aidante. Et dans cette démarche, j'ai vraiment la volonté de pouvoir aider d'autres patients. Et je trouvais que c'était important que je puisse témoigner publiquement parce que actuellement, j'en suis arrivée à euh, une certaine forme de rétablissement et une capacité donc à le faire. Et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir parler pour les personnes qui peut-être ne peuvent pas encore le faire et ou des personnes qui sont peut-être touchées par ce trouble et qui ne savent pas comment vivre avec, qui ne savent pas s'ils peuvent avoir de l'espoir, si il y a du mieux-être qui est possible, etc. Donc j'avais vraiment besoin de à la fois pouvoir témoigner pour moi, pour ma propre reconstruction, et à la fois témoigner pour les autres dans une démarche d'aide. Par rapport au diagnostic, Maïlé, vous Oui. avez reçu un diagnostic de trouble dissociatif de l'identité. Est-ce que le parcours pour avoir ce diagnostic a été compliqué? Est-ce que vous aviez consulté des psychiatres ou des psychologues avant ce diagnostic? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Donc j'ai été diagnostiquée comme ayant un TDI et un trouble de stress post-traumatique complexe. Donc c'était en 2017 et le parcours a été très long, oui. Parce que j'ai vu, donc moi j'ai quitté la secte en 2011 et dès que j'ai quitté la secte, j'ai commencé à aller consulter des psychiatres. Mais j'ai eu un parcours de soins assez compliqué. J'ai vu beaucoup de psychiatres, mais qui étaient psychanalystes. Et pour moi, ça n'avait pas du tout été une aide. Moi, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me fasse des retours sur ce que je disais Et puis, il vous et donne des d'être confrontée à repères. ce silence. Oui, c'était vraiment atroce pour moi. Et j'ai eu toute une période comme ça où je me suis accrochée à essayer de chercher de l'aide auprès de psychiatres. Mais c'était vraiment délétère pour moi. Je sortais de chaque séance avec l'envie de me suicider. Ça a été vraiment très, très, très difficile. J'ai D'accord. d'ailleurs même fait une tentative de suicide. Euh, donc j'ai eu tout un parcours comme ça où j'ai eu plusieurs psychanalystes qui m'ont suivi parce que moi à l'origine je ne connaissais pas grand-chose. Je ne savais pas la différence entre psychiatre, psychologue, psychanalyste. Bien sûr. Je ne connaissais pas les différentes thérapies possibles. Donc du coup je suis allée sur les conseils d'amis, sur voilà des personnes qu'on me recommandait. Donc, ces personnes étaient peut-être très bien pour celles qui m'en avaient parlé, mais dans mon cas, en tout cas, c'était pas indiqué. Moi, Et j'avais vraiment besoin de gens qui me parlent. au départ, votre demande d'aide, elle était sur des symptômes dépressifs, sur des sentiments un peu contradictoires ou des situations qui se répétaient. Vous n'êtes pas arrivé avec, voilà, j'ai différentes parties en moi qui s'opposent et qui me Non, parlent. A priori, ça ne s'est pas présenté comme ça. Euh, et parce que vous n'en aviez pas conscience, parce que vous les sentiez mais vous n'osiez pas en parler, comment vous pourriez me décrire la prise de conscience de cette scission du soi, à quel moment elle est arrivée, etc. ça s'est pas fait tout de suite. La psychologue et la psychiatre qui me suivaient à l'époque où j'ai eu le diagnostic de TDI, il a fallu vraiment un bon moment, plusieurs mois, euh, pour que un lien de confiance se fasse et pour que des parties dissociatives
commence tout doucement à venir et à essayer de tester en fait la psychiatre qui était en face de moi ou la psychologue qui était en face de moi. Le TDI, c'est vraiment un camouflage. On va pas arriver en montrant tout de suite des switches et des parties qui viennent les unes après les autres. Par exemple, là, si à l'encéphale, vous vous attendez à ce que je vous fasse une démonstration de singe savant et vous montrer des parties dissociatives, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Parce que moi, enfin, mes parties dissociatives, elles ont chacune un rôle dans mon système de parties dissociatives et j'en ai certaines qui sont là pour parler, j'en ai d'autres qui sont là pour, je sais pas, pour assumer mon rôle au travail, d'autres qui sont là pour assumer mon rôle de maman. Et les parties, elles vont pas venir juste pour se montrer, il faut qu'elles aient une raison, il faut qu'elles aient suffisamment confiance, il faut qu'il y ait un lien avec le psychiatre ou la psychologue qui soit suffisamment solide pour qu'on sente que on peut montrer notre vulnérabilité et que ce sera pas quelque chose dont le psychiatre ou la psychologue se servira contre nous pour nous Mm. faire du mal. Donc c'est Mm. vraiment un camouflage. Des phénomènes de dissociation, je peux vous en donner plein d'exemples durant toute mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. J'en ai plein. Mais le terme dissociation, quand est-ce que j'ai pu mettre le bon terme sur sur ce que je vivais? C'est au moment de mon diagnostic, en fait, que j'ai pu vraiment m'expliquer ce que je vivais et mettre un nom dessus. Selon votre vécu, qu'est-ce que la dissociation? Qu'est-ce que ce mécanisme qui, moi, me fascine très clairement, mais pour vous, comment vous décririez la dissociation? Pour moi, c'est vraiment un système de survie assez incroyable du cerveau. C'est une capacité à pouvoir continuer à vivre. Moi, je vois vraiment la dissociation comme quelque chose qui m'a permis de rester humaine, entre guillemets, à la fois de pouvoir continuer à ressentir des émotions, à pouvoir créer des liens, à pouvoir continuer à aller à l'école, à pouvoir me créer ma vie d'adulte que j'ai actuellement. Je suis maman, j'ai un travail. Enfin, euh, ces possibilités-là sont là parce que j'ai pu me dissocier. Parce que quand j'étais petite, j'ai vraiment vécu énormément de violences quotidiennes, de mes 2 ans à mes 18 ans. Et je pense que sans la dissociation, j'aurais été incapable, je serais morte en fait. Donc pour moi, c'est vraiment une force de vie, c'est vraiment une capacité incroyable euh, que le cerveau a qui permet vraiment enfin, malgré toute la violence qu'on m'a faite, euh, je suis pas quelqu'un de violent. Et pour moi, c'est la dissociation qui a permis ça en fait. Dans le TEDI, on entend des voix. Moi, j'ai toujours su que les voix que j'entendais, c'était mes propres pensées. Sauf que parfois, je me reconnaissais plus ou moins dans ce que j'entendais dans ma tête. Euh, et pour moi, les parties dissociatives, elles sont moi, en fait. Et les dénombrer, je vois pas trop l'intérêt parce que pour moi, ce serait accentuer la dissociation, accentuer D'accord. la séparation entre chaque partie. Et c'est pas ma volonté. Moi, je cherche au contraire à ce qu'on s'unifie, se réunifie et qu'on travaille ensemble, qu'on soit, enfin, on n'a qu'un seul corps. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça. Mais après, je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir besoin de pouvoir énumérer et puis D'accord. nommer chaque partie. On n'est pas en train de faire un show, ça va être quelque chose de vraiment très subtil, avec la voix qui change un tout petit peu, le regard qui est différent, euh, une voix de petit enfant peut-être, mais ça va être pendant 5 minutes. Et puis après, la partie, elle s'en va, et il y en a une autre qui prend la place. Enfin, ça va être des mimiques au niveau de la bouche, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et ce qu'il faut faire attention, c'est surtout la manière de penser. Quand mes parties dissociatives euh, viennent, des fois, c'est comme si j'avais ma vision qui était dans un tunnel. J'ai vraiment, c'est comme si je perds ma capacité à voir tout ce qu'il y a dans mon champ de vision.
et que je vais être focalisée sur une seule chose, un seul aspect de ce que je vois autour de moi. Et dans mon discours, ça va être la même chose. Moi, j'ai grandi donc dans une communauté nouvelle catholique et je suis adulte. Actuellement, en tant qu'adulte, je n'ai plus de croyances, euh, je n'ai pas de religion. Mais j'ai des parties dissociatives qui sont encore très, très imprégnées par ces croyances qu'on m'a inculquées quand j'étais petite. Et je peux avoir des fois des discours où je vais penser que, parce que par exemple, là, je suis en train de témoigner à l'encéphale, que Dieu va se fâcher contre moi et il va vouloir me punir et me foudroyer, par exemple. Parce que c'est des choses qu'on m'a dites quand j'étais petite, Et que vous Dieu avez, était capable de faire ça. et vous avez certaines parties qui le croient encore dur comme fer, puisque Ah oui, oui, certaines, oui. les Oui. parties ont j'aime beaucoup cette image de vision tunnellaire, hein. On dit que les parties ont leur propre vision de la réalité. Et donc, chaque partie a sa vision de la réalité, a ses croyances et a sa perception quelque part. Mm. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Les parties dissociatives, elles sont là en permanence toute ma journée. J'ai des switches comme ça où j'ai vraiment différentes parties qui viennent. Et je peux avoir des moments où j'ai envie, par exemple, d'aller me promener dehors. Mais j'ai subi un viol quand j'étais adolescente, jeune adolescente, dans une forêt. Et enfin, moi, l'adulte, j'ai envie de sortir me promener. En plus, j'habite dans une région qui est très, très belle avec des très, très beaux paysages. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi et quelque chose que j'aime. Mais à chaque fois que je sortais, j'étais prise de panique avec cette partie dissociative qui venait et qui m'envahissait, avec l'impression que quelqu'un allait me sauter dessus, que j'allais me faire violer, que j'allais mourir si je restais à l'endroit où je suis en forêt, en fait. Et pendant des années et des années, j'ai été incapable de me promener dehors quand j'étais seule, euh, parce que j'avais cette partie qui venait et qui m'en empêchait. Sur cette compréhension de vos switches ou de vos déclencheurs, est-ce que à certains moments, effectivement, le switch se fait, j'allais dire, beaucoup plus bruyamment, violemment, parce que le déclencheur est beaucoup plus intense en termes émotionnels et c'est dur à gérer? Est-ce que vous auriez des exemples pour permettre de comprendre un petit peu? De déclencheurs violents, bah, par exemple, il y a quelques années, euh, j'ai commencé, donc quand les souvenirs ont recommencé à vraiment être clairs dans ma tête, une fois que mon père est décédé, j'ai eu vraiment beaucoup de flashbacks qui sont revenus. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, à aller dans des groupes de parole et à dire ce que j'avais vécu, à raconter les viols que j'avais vécus. Et donc j'avais vraiment eu énormément de colère, j'avais besoin de crier ce que j'avais subi. Et à peine je l'avais fait, j'avais immédiatement d'autres parties dissociatives qui venaient et je me retrouvais chez moi, j'étais toute seule, à vomir et à hurler par terre et à me rouler en boule par terre, tellement j'étais terrorisée d'avoir fait ça, parce que j'avais dit, j'ai un très très fort interdit de dire qui a été imposé par les violeurs, parce que j'ai eu beaucoup de violeurs, et notamment le gourou de la secte, qui plusieurs fois a été très très violent avec moi, qui m'a battue, qui m'a menacée, qui a menacé ma famille aussi. Et donc du coup, dire les choses, c'était vraiment quelque chose qui était très très déclencheur pour moi. Et donc quand ça se passait, j'avais ces moments vraiment d'angoisse immense qui m'envahissaient, où j'avais vraiment l'impression de mourir et où immédiatement, j'allais supprimer tout ce que j'avais mis sur Vécu. Internet, en fait. Je supprimais immédiatement les posts. Donc, il m'a fallu plusieurs années jusqu'à réussir à témoigner aujourd'hui sans être envahi par ces angoisses, en fait. Pour moi, le TDI, c'est quelque chose de très, très logique, justement parce qu'il y a cette dimension que on est euh, d'une certaine façon, on est comme tout le monde, tout en étant vraiment très différent. En fait, c'est comme si on était une caricature, entre guillemets. Parce que pour moi, une personne normale, elle a une partie enfant, elle a une partie ado, elle a une partie travail, elle a une partie adulte. Et Ouais. puis, chaque adulte va être par exemple, il va à une fête et il va être un peu enfant, un peu ado, à faire le foufou. Et puis après, il va être avec son patron, il va avoir son côté travailleur, etc. Donc, je pense que tout le monde a ces parties d'une certaine façon. Sauf que dans la dissociation du TDI, c'est vraiment, je vais avoir une partie qui a une pensée et du coup,
qui est vraiment complètement détachée, et une autre partie qui va avoir une autre pensée, mais qui va être l'inverse de celle-là. Enfin, je vais, on est vraiment dans des pensées complètement contradictoires. Les, les histoires, est-ce que, est-ce que les grandes, elles pourront la relire encore? Oui. Et la prochaine histoire, est-ce que c'est moi? La dame qui a écrit l'histoire ne te connaît pas. Donc elle n'a pas pu parler de toi, mais peut-être qu'il y a des histoires qui feront penser à toi. S'il n'y a pas d'histoire de moi, tu vas pas m'oublier. Mais non. J'ai pas besoin d'histoire pour te connaître ou te parler. Moi, j'ai pas envie que celle-là sorte. Mais je ne la confonds pas avec vous ou avec les autres parties. Alors, moi, je suis pas un bébé. Hein. Non, mais toutes ne sont pas en colère comme vous. Et je sais que quand c'est vous, vous êtes en colère, et quand c'est elle, elle est toute petite. Vous êtes différentes. C'est quoi que t'apprends avec tes étudiants encore? Quand j'étais petite, donc, dans le trouble dissociatif de l'identité, bon, vous le savez tous, mais il y a aussi beaucoup d'amnésie. Euh, mais chez moi, ça a été des moments où je me souvenais, des moments où j'oubliais complètement. Pour moi, les amnésies, elles sont là parce que l'environnement n'est pas capable de répondre à notre demande d'aide. Moi, à chaque fois, j'ai eu des amnésies complètes. À chaque fois, c'était parce que j'ai essayé de dire et dans mon environnement, personne n'a réagi ou alors les gens ont mal réagi. Par exemple, à un moment donné, quand j'étais toute jeune adolescente, vers l'âge de 11-12 ans, j'ai dit à mon père ce qu'on me faisait vivre. Et lui, en fait, en a parlé à la personne qui me violait, au gourou. Et la conséquence, ça a été que j'ai un violeur de plus parce que le gourou m'a emmené me faire confesser chez un moine qui m'a violée lui aussi. Donc, suite à ça, j'ai eu à nouveau une amnésie complète. Ce que vous appelez une amnésie complète, c'est que vous avez oublié que vous Je- avez subi ces viols de la part du ça. gourou. C'est bien Oui, ça, hein. ouais, ouais. Mais Et ça, c'était pendant vraiment, un certain c'était temps. cyclique, quoi. Oui, mais c'est arrivé aussi à d'autres moments quand j'étais plus petite. Il y a un autre moment où j'ai fait des dessins et que j'ai montré ce qu'on me faisait. Euh, et le résultat, ça a été que j'ai été punie et violée avec ce dessin. Et donc après, en fait, j'ai à nouveau fait comme si rien de enfin, comme si je ne vivais rien, en fait. J'avais vraiment des blackouts, des moments où mes parties pouvaient euh, un peu se chevaucher entre guillemets et s'informer les unes les autres, et d'autres moments où elles étaient complètement cloisonnées et où il n'y avait plus aucune information qui passait de l'une à l'autre en fait.
C'est ça que j'entends dans amnésie totale, en fait. Il se passe la même chose en tant qu'adulte. Donc, j'ai quitté mon ex-mari. Moi, j'étais mariée dans la secte au fils du gourou. J'ai eu un mariage arrangé, un mariage forcé. Et quand j'ai quitté mon ex-mari, je suis passée devant des juges pour la garde. Donc, j'ai 2 filles avec lui. Je suis passée devant des juges pour la garde de mes filles et les juges ont décidé que j'allais être en garde majoritaire et mon ex-mari continuerait quand même à avoir nos filles. Et pour pouvoir survivre, enfin, à chaque fois, pour moi, l'amnésie, c'est vraiment pour pouvoir continuer à avancer, en fait. Ouais. Et c'est parce que l'environnement ne permet pas. Je pense que si j'aurais pas forcément eu cette amnésie à nouveau pendant presque 7 ans, j'ai eu une grosse amnésie de mon mariage, de ce que j'avais vécu avec mon ex-mari et tout ça, mais parce que c'était vraiment une protection pour que je puisse m'occuper de mes filles correctement, que quand je les dépose chez leur père, je ne sois pas en train de flipper et de me dire qu'elles allaient vivre des choses atroces. Enfin, c'était vraiment un moyen de protection pour moi parce que j'avais essayé les recours qui étaient à ma disposition, mais ces recours ne m'avaient pas apporté l'aide dont j'avais besoin, ne m'avaient pas cru ni soutenu. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là, pour moi, que l'amnésie se met en place. Vous me parliez des amnésies, des traumas, avec des moments où il y avait totale amnésie, des moments où il y avait des fragments, des moments où ça revenait. Quelles sont les amnésies au quotidien? Est-ce que, alors peut-être qu'il y en a moins maintenant ou peut-être plus, mais c'était quoi des amnésies du quotidien où en fait certaines parties avaient pris le contrôle et géré et d'autres n'en avaient pas conscience? Ça pouvait ressembler à quoi ces amnésies au quotidien? Maintenant, j'en ai beaucoup moins, j'en ai encore un petit peu. Mais par exemple, à mon travail, ça me posait des gros soucis parce que donc j'avais souvent des parties dissociatives qui venaient à mon travail. Donc je faisais 2 tâches. J'étais agricultrice et en même temps, je m'occupais de la comptabilité et du secrétariat dans une structure. Et j'ai fait une formation diplômante pour ça. Euh, mais j'ai aussi enfin, c'est aussi un déclencheur, le fait de faire les papiers. C'est ce terme-là, faire les papiers, qui est un déclencheur pour moi parce que le gourou m'a violée parce que j'avais fait un dessin. Il m'a violée en me mettant le dessin sur mon visage et en me disant faire les papiers, c'est mal. Et donc, du coup, j'ai des parties dissociatives qui ont associé ça à mourir, à souffrir, que c'est dangereux. Et donc, j'avais des moments au travail où je perdais complètement mes capacités. J'étais plus capable du tout d'utiliser mon ordinateur. Je savais plus du tout ni compter, ni quoi que ce soit. Et où j'étais envahie de crises d'angoisse juste par le fait parce qu'il fallait que je fasse des papiers. Euh, et, et à d'autres moments, je retrouvais mes capacités d'un coup et je ne savais pas ce que j'avais fait. Donc, j'en suis venue à mettre en place des genres de tocs, en fait, pour pouvoir pallier à ça, parce que j'avais tellement peur de ne pas avoir fait certaines tâches. Je ne savais pas ce que j'avais fait dans mes journées. Il y avait des moments où ma journée se passait et d'un coup, je me réveillais, entre guillemets, à la fin de la journée. Je ne savais pas ce que j'avais fait de toute la journée, en fait. J'avais aucun souvenir du déroulé. Je regardais l'heure et je voyais que c'était l'heure de partir, que la journée de travail était finie, mais j'étais incapable de savoir ce que j'avais fait durant toute cette journée. Ce qui fait qu'effectivement, à certains moments, les parties étaient très imperméables les unes aux autres, et donc vous n'aviez pas conscience de ce qui se passait. Oui, ouais, ouais, ouais. Et il y a des journées aussi comme ça qui ont toujours été très difficiles. L'un de mes frères qui s'est suicidé il y a quelques années et maintenant ça va mieux, mais donc là ça fait presque 10 ans qu'il est mort. Disons que ça fait depuis un an où j'ai plus de blackout pendant cette journée-là. La journée La de date. l'anniversaire de la mort de mon frère, c'était vraiment une journée qui était très déclenchante pour moi et où où je savais pas où je passais ma journée en fait, ni ce que j'avais fait. J'avais vraiment aucune mémoire. Et maintenant ça va mieux. J'arrive mieux à gérer les choses. Mais
mais au travail, oui, j'ai énormément de moments comme ça où, par exemple, je vais conduire des gros engins que je sais conduire et où, juste avant, il y avait, je sais pas, un collègue qui arrivait en hurlant ou ce genre de choses et je me retrouvais en petite fille aux commandes de cette machine, mais j'étais incapable, je savais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. euh, quel bouton appuyer, etc. J'avais des moments aussi où je perds beaucoup, enfin, j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans les lieux, à me déplacer. Et au travail aussi, ça a été un vrai problème parce que je travaille dans l'agriculture, donc on a des champs à différents endroits. Et quand, par exemple, mon patron arrivait et était en colère, mais peut-être pas forcément contre moi, hein, mais simplement le fait de moi percevoir sa colère ou son énervement, c'était un déclencheur pour moi et je perdais mes compétences enfin, je perdais, enfin, j'avais un changement de partie et j'avais des parties petites qui venaient, qui, elles, ne connaissent pas les champs dans lesquels je dois aller. Et du coup, j'étais incapable de me diriger, d'aller à un endroit ou à un autre, d'aller chercher du matériel. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments comme ça. Ou alors à une période aussi, là, je travaille dans l'agriculture, mais avant, j'étais éducatrice Montessori dans des écoles, donc j'étais institutrice. Et c'est arrivé plein de fois comme ça que je me retrouve devant les enfants et où je ne savais plus la conjugaison, par exemple. J'étais incapable de corriger ou de leur dire que les leçons. Enfin, je perdais vraiment ma capacité à écrire. Je savais plus l'orthographe des mots. Je ne savais plus compter. Je ne savais plus multiplier. Au travail aussi, c'est arrivé plein de fois où euh, donc je perdais mes compétences, je perdais ma capacité à savoir compter et tout ce que je pouvais faire, c'était compter sur mes doigts. Et justement, sur cette question des voix et des hallucinations intrapsychiques, vous dites que vous avez toujours eu conscience que c'était des voix intérieures, même sur des voix très contradictoires ou peut-être plus persécutives. Il y a toujours eu vraiment cette capacité de se dire, c'est moi et moi seule, ou plus petite, il y avait des choses déstabilisantes. Je pense que je l'ai toujours su. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais pensé que c'était quelqu'un à l'extérieur de moi qui parlait. Ok. Après, je me reconnaissais pas et ça, par exemple, ça m'est arrivé des fois. Donc, comme je l'ai dit, je suis maman et il peut m'arriver parfois des moments où je suis en colère. Par exemple, je suis en thérapie avec une de mes psychiatres ou psychologues et je vais avoir une partie dissociative qui va venir et puis qui va râler parce qu'il s'est passé quelque chose avec mes filles qui met en colère intérieurement. Et je peux avoir des moments où je dis, mais en parlant de mes filles, c'est pas à moi ça. Je peux me mettre à crier ça un peu en étant en colère, en disant que bon, ça, c'est mes filles, les pauvres, mais de dire c'est pas à moi. Et où, donc, Hmm. je sais que c'est moi, je sais que c'est des parties dissociatives. Enfin, j'ai toujours su que c'était moi qui pensais ça, mais j'ai jamais pensé que c'était quelqu'un à l'extérieur qui me disait enfin, qui me disait ce genre de choses. Et même quand j'avais des hallucinations auditives où j'avais par exemple la voix du gourou qui revenait, j'ai toujours su que c'était, enfin, j'arrive à le raccrocher à qui est en train de parler en fait. Je sais que c'est le gourou. Je sais que c'est à un certain moment dans mon enfance que j'ai entendu ça. Donc, Et donc, vous pouviez justement avoir des hallucinations auditives de moments traumatiques ou de voix de oui, personnes violentes qui revenaient sous forme d'hallucinations auditives, et oui, avec cette grande capacité de se dire, ah oui, non, mais je sais, je suis en capacité de me dire, ben voilà, ça c'est lié à tel événement ou à telle personne. oui, oui, ouais. Je peux avoir aussi des hallucinations visuelles. J'ai eu des moments où donc le gourou avait utilisé un livre, une histoire qui s'appelle Les trois petits bergers de Fatima. Et dans ce livre d'enfant, il y a un dessin avec, on voit en fait la Vierge avec les petits bergers et on voit le sol qui est ouvert à leurs pieds avec le diable qui est là avec des pics et plein de diablotins et des âmes qui sont là, qui sont torturées. Et en fait, ça m'est arrivé parfois quand je me sentais en danger ou quand j'avais l'impression de faire quelque chose qui allait à l'encontre des règles de la secte, de d'avoir cette image de dessin
qui se posait en filigrane en fait au sol devant moi. Donc je savais que j'étais pas en train de vraiment voir le sol ouvert avec le diable et tout ça. Et je savais le raccrocher aussi à cette histoire. Euh, ça se superposait parfois à ma propre vision de l'ici et maintenant, quoi. C'est intéressant parce que vous le saviez, parce que vous avez aussi eu un grand travail et puis qu'il y a toujours eu des parties qui restaient connectées aux autres. On peut imaginer que parfois, quand c'est complètement déconnecté ou si ça arrivait à des moments où vous n'aviez pas souvenir de cette image et de ce conte, ça pouvait être particulièrement angoissant, ce type Oui, oui, d'hallucination oui. visuelle. Ben, heureusement, bon, après, une fois adulte et une fois que j'ai eu ce diagnostic de posé, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais plein de moments où je me disais, mais je suis complètement folle. Il y a eu des moments juste après le décès de mon père où j'avais des hallucinations où j'avais l'impression que quelqu'un grimpait sur mon corps. Mais je sentais vraiment un poids qui s'appuyait en fait qui avançait sur moi petit à petit jusqu'à m'écraser complètement. Et je sentais vraiment dans ma chair. Il y a un autre moment aussi où j'ai senti la pointe d'un couteau qu'on me rentrait en fait dans la poitrine, mais c'est des choses que j'ai vécues en fait. Donc c'était les souvenirs sensoriels de ce que j'avais vécu qui revenaient. À une époque Et où vous n'aviez pas les souvenirs cognitifs, qui oui, étaient eux oui. amnésiés, c'est bien ça. C'était vraiment très, très morcelé. J'avais juste des petits bouts comme ça, des petits fragments de choses. Et donc, au départ, quand j'ai eu ce souvenir du couteau qui est revenu, j'arrivais pas à savoir où ça a été, enfin, où ça s'était passé, qui est-ce qui tenait le couteau et tout ça. Et petit à petit, les souvenirs fragmentaires se sont raccrochés les uns aux autres. Et jusqu'à ce que j'ai vraiment maintenant une vision beaucoup plus entière de ce qui s'est passé. Euh, mais oui, il y a eu des périodes où c'était vraiment très, très difficile, où j'avais vraiment que des bribes et c'était très effrayant. Ouais. Après, je pense que ce qu'il faut faire attention quand il y a un patient qui a ça, enfin, euh, c'était quelque chose qui durait. Donc, déjà, la plupart du temps, quand je vivais ça, c'était quand j'étais chez moi seule. Euh, j'avais pas de spectateurs, j'avais voilà, c'était des choses vraiment qui étaient quand j'étais toute seule. Et je perdais pas la. Enfin, euh, j'étais capable, malgré tout, malgré ces souvenirs qui revenaient, malgré toutes ces hallucinations que je pouvais avoir, j'étais capable d'assumer mon rôle de maman, de continuer à travailler. Enfin, il y avait vraiment. C'était comme si mon cerveau choisissait certains moments clés pour me redonner les informations quand c'était possible. Et puis, dès que c'était plus possible, que c'était pas le bon endroit ou le bon moment pour le faire, tout se refermait pour que je sois capable d'assumer le rôle qui m'était demandé, par exemple, d'être maman ou, à ce moment-là, quoi. Mes parties dissociatives, quand elles sont... Maintenant, c'est moins le cas puisqu'on est beaucoup plus à travailler ensemble et à être ensemble. Mais au départ, quand j'ai commencé ma thérapie, c'était vraiment des parties qui étaient complètement séparées les unes des autres, avec vraiment leur vision du monde, leur propre vécu, leur propre pensée, euh, et qui étaient vraiment complètement détachées et différentes de toutes les autres. Pour moi, c'est quand même important de dire que à la fois on est normal et comme, enfin, à la fois on est comme tout le monde et le TDI, c'est pas si extraordinaire ni si dingue que ça et ça se comprend. Au contraire, c'est hyper logique, je trouve. Et, mais à la fois, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas juste, juste être tiraillé entre plusieurs émotions. C'est pas juste ça. C'est pas juste être un petit peu, avoir une petite pensée triste à un moment donné, puis tout d'un coup être un petit peu en colère. Ça, c'est pas le TDI en fait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement plus fort, extrêmement plus. euh, Quand je suis mes parties colère, j'ai les tripes en feu. J'ai ça boue à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Ça n'a rien à voir avec juste un mood qui passe, quoi. Maïlé, est-ce que vraiment pour qu'on comprenne bien le vécu d'une personne qui souffre d'un TDI, est-ce que vous pourriez me dire comment parfois vous ressentez une forme d'influence ou de contradiction ou
de sentiment d'être poussé à certaines choses? Est-ce que vous avez ce type de vécu? Ah, clairement, oui. Ouais, ouais. C'est mon quotidien, en fait. C'est vraiment mon quotidien. Je peux, pour vous donner un peu des exemples d'il n'y a pas très très longtemps, euh, en étant en couple, euh, je pouvais avoir des moments, j'étais incapable de m'installer chez mon ex-copain. Euh, j'avais, lui me proposait de m'installer chez lui, mais à chaque fois que j'étais chez lui, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de fuir. J'avais envie d'aller dans mon appartement. Dès que j'étais dans mon appartement, j'entendais des voix qui hurlaient dans ma tête et qui me disaient pars, pars, fuis, ou tu vas mourir, ou tu vas crever. J'entendais ça en fait. Et c'est ça, c'est ça mon quotidien. C'est tout le temps être tiraillé entre une chose et l'autre. Dès que j'acceptais, dès que je me disais bon, je suis dans mon appartement, ça me dit, ça me gueule de fuir et de partir. Je partais chez mon copain. Dès que j'étais chez mon copain, j'avais l'inverse, des parties qui voulaient rentrer dans mon appartement parce que c'est là qu'elles se sentent en sécurité. Et je ressentais, j'étais tiraillée et je ressentais l'exact inverse en fait. J'avais l'impression d'être toujours, euh, de jamais réussir à prendre de décision, de jamais être capable d'être vraiment, euh, comment dire, en accord à l'intérieur, parce que je ressentais toujours des choses qui étaient complètement contradictoires. Et dès que je prenais une décision, j'avais l'émotion ou des émotions contradictoires qui venaient et qui me disaient que c'était pas la bonne en fait. En permanence, une nécessité de composer avec ces différentes parties et de comprendre ces différentes parties. Oui, ouais, ouais. Même pour le travail, euh, pendant des années et des années, quand j'allais à mon travail, j'avais des parties qui pleuraient dans ma tête. J'entendais vraiment pleurer, mais comme si, imaginez une classe d'enfants de 2 ans, une classe entière d'enfants de 2 ans, le jour de la rentrée, ben, c'est un peu ça, en fait. C'était ça tous les matins que j'entendais dans ma tête. Les petits qui pleurent, qui hurlent. Et dès que j'arrivais à mon travail, tout d'un coup, ça s'arrêtait. Mais le temps de trajet, systématiquement, j'avais des parties qui hurlaient et qui pleuraient, qui disaient qu'elles ne voulaient pas aller travailler. Et puis, au moment où je passais le seuil de la porte, j'avais une autre partie qui venait. Et là, j'étais capable de faire mon travail. Vous avez un blog qui retrace, enfin, qui donne des éléments et qui est très informatif et très documenté. Mais vous le savez, on a énormément de jeunes filles en particulier hein, sur TikTok et autres qui peuvent parler du trouble dissociatif de l'identité. Voilà. Et, et en tout cas, moi, je ne les ai jamais eu dans mon cabinet et donc je ne suis pas là pour juger de la véracité ou non de leur diagnostic. Mais de votre point de vue à vous, et vous m'aviez envoyé un certain nombre hein, voilà, de ce qui circule sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis pas psychiatre, donc du coup, je peux pas dire si c'en est ou si c'en est pas. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ces personnes sont en souffrance, ça c'est clair, et je pense qu'il faut les aider. Il faut que les psychiatres leur apportent le soutien dont elles ont besoin. Euh, Après, ce que je déplore peut-être un petit peu, c'est l'image que ça renvoie du TDI, qui n'est pas forcément euh, celle à laquelle je m'identifie moi. Il y a par exemple certaines personnes où ils ont des parties dissociatives qui sont très avec des noms de manga, avec des histoires un peu euh, euh, leur imaginaire intérieur est très très développé. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas du tout de choses qui sont construites à l'intérieur. J'ai pas de château, j'ai pas de choses comme ça. Pour moi, elles sont là devant ou elles sont derrière, mais je sais pas où elles sont et j'ai pas imaginé de choses. Euh, j'ai Hmm. pas imaginé de maison ou ce genre de choses-là. Et donc, ces personnes qui disent qu'elles ont des parties, mais qui les présentent comme un peu comme des personnages de manga qui se marient ensemble, qui ont des enfants, ce genre de choses-là. Moi, je vis pas du tout ce genre de choses. Donc après, je suis pas capable de juger si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc il y a des préjugés par rapport au fait que nous, les personnes TDI, on serait très suggestibles,
ou alors qu'on inventerait, ou alors donc ce serait nos psychiatres ou autres qui induiraient ça chez nous, ce genre de choses-là. Et je trouve que ben, malheureusement, cette image-là qui est donnée du TDI n'aide pas à ce qu'on soit pris au sérieux. Euh, Moi, mon TDI, c'est vraiment dû à des traumatismes très, très intenses, très violents et sur une durée de temps vraiment énorme. Ça a été toute mon enfance et mon adolescence. Et puis aussi une partie de ma vie d'adulte où j'ai vécu des violences. Euh, et donc, c'est une deuxième violence, entre guillemets, pour moi, parce que euh, ça n'a rien de fantastique. Je suis pas ni une super-héros, ni un personnage de manga ou ce genre de choses-là. Dans mes journées, même si j'ai beaucoup de parties qui viennent et qui repartent au fil de ma journée, je change pas d'habit, je change pas de coiffure, je me maquille pas différemment. Et c'est pas, au contraire, je vais vraiment avoir une attitude très très euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, très caméléon, très camouflé, où je vais, les personnes qui me côtoient au quotidien et qui ne savent pas que j'ai un TDI ne le voient pas. Pour vous, quel serait l'objectif d'une thérapie chez une personne qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité? Alors, j'imagine, de comprendre son trouble Oui. et là-dessus, vous êtes remarquable. Et peut-être, effectivement, en quoi est-ce important d'avoir des éléments pour comprendre ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité? Moi, je pense que c'est la clé. Faire de la métacognition, vraiment apprendre à être à l'écoute de nos propres pensées, de pourquoi on pense ce qu'on pense, de comment on pense. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de pouvoir décortiquer mes propres pensées et les pensées que la secte m'a inculquées. Et puis les confronter à ce que je vois dans mon ici et maintenant en tant qu'adulte, en tant que personne qui est sortie d'une secte et qui essaye de se documenter et de comprendre le monde actuel, de confronter les différentes règles, les différentes façons de voir le monde, etc. Tout ça, c'est vraiment très, très important. Et je pense que qu'on soit sorti d'une secte ou non, je pense que toute personne qui a un trouble dissociatif de l'identité, c'est vraiment essentiel que le psychiatre ou la psychiatre ou le psychologue soit vraiment dans une démarche de redonner de l'empowerment, pardon, de redonner de l'empowerment aux patients. De, C'est ça. une personne qui a été violée, elle a besoin qu'on lui redonne son humanité. Et je pense que euh, apprendre que c'est nous qui sommes notre propre sauveur. C'est en nous qu'on peut trouver les réponses, qu'on peut trouver les solutions pour aller mieux, pour comprendre euh, comment on réagit, comment faire en sorte que ces réactions ne se repassent pas. Euh, euh, on a vraiment besoin de quelqu'un qui soit à la fois à l'écoute, euh, à la fois qui nous redonne énormément confiance en nous parce on en manque cruellement, qui nous aide à retrouver une estime de nous. Et on a besoin aussi d'une personne qui soit pas là en tant que sachant. Moi, je pense que, enfin, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être vraiment sur un pied d'égalité avec les psychiatres et psychologues qui me suivent et de savoir que elles ont certaines clés, mais moi, j'en ai aussi certaines. Et que c'est par le dialogue qu'on a ensemble qu'on réussit vraiment à faire que les choses avancent et que petit à petit, je me comprenne de plus en plus et que j'arrive de mieux en mieux à avoir un environnement sain autour de moi, à avoir des relations saines, à trouver tout ce qui me fait du bien et à mettre en place petit à petit toutes ces choses-là autour de moi. Il faudrait vous souhaiter de ne plus avoir de dissociation, de ne plus avoir de parties dissociées et d'être parfaitement associé dans l'ici et maintenant 100% du temps. Est-ce que c'est ça le but d'une thérapie de TDI ou est-ce que c'est autre chose? Alors, moi, personnellement, oui, oui, vous pouvez me le souhaiter parce que c'est ce que j'aimerais réussir à faire.
Après, je peux vous dire aussi que ça n'a pas toujours été ma pensée. Il y a quelques années, au début de ma thérapie, à plusieurs moments, tout ce que j'avais envie, enfin, tout ce que certaines parties avaient envie, c'était que les autres, elles crèvent ou qu'elles disparaissent, qu'on me donne un médicament miracle ou qu'on me fasse, je sais pas quoi, du laser et que qu'on les fasse disparaître. Euh, Mm. mais petit à petit, j'ai pu travailler et maintenant, on est vraiment dans beaucoup plus dans une cohésion. On n'est pas encore réassemblés, mais c'est vraiment ce que j'aimerais, oui, à terme. Parce que euh, moi, je n'ai pas envie de brandir le TDI comme quelque chose, enfin, comme un étendard. Je suis très fière d'avoir survécu. Je suis très fière que mon cerveau ait réussi à faire cette chose incroyable pour que je puisse survivre à tout ce que j'ai vécu. Euh, mais c'est pas mon identité propre. Moi, ce que je veux vraiment, c'est euh, retrouver une cohésion. C'est vraiment une souffrance au quotidien d'avoir des parties dissociatives. C'est une lutte. C'est pas facile de faire qu'elles s'entendent les unes les autres. C'est vraiment un travail énorme qui prend au quotidien et qui prend des années et des années de thérapie. Euh, donc, non, j'aimerais vraiment un jour pouvoir me dire que je suis une et une seule. Est-ce qu'il y a un message final que vous aimeriez faire passer aux psychiatres français? Le seul que j'aimerais passer, c'est formez-vous, formez-vous, parce que le TDI, il est dans le DSM, il est dans la CIM. Donc, comment ça se fait qu'il y ait si peu de personnes qui soient formées pour le reconnaître et le diagnostiquer? Moi, c'est ça qui me rend folle, en fait. Je trouve ça dingue. Euh, de ce que j'ai compris, moi, le TDI, c'est autant de personnes qui sont schizophrènes. 1%, je crois, dans les deux cas. Le TDI, c'est autant de personnes qui sont autistes. Pourquoi est-ce que l'autisme, tout le monde sait ce que c'est quand on en, enfin, ou en tout cas, tout le monde a entendu le nom et tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais tout le monde connaît le nom autisme, tout le monde connaît le nom schizophrène, mais pratiquement personne ne connaît le TDI. Je trouve ça dingue, moi. Euh, C'est parce et que vous autre êtes chose aussi des aussi que caméléons j'aimerais. incroyables. Oui, mais aidez les petits caméléons, s'il vous plaît. On aimerait bien. Enfin, c'est voilà, c'est une vie qui est vraiment très difficile. C'est beaucoup de souffrance et beaucoup de solitude. Et quand on rencontre enfin des soignants qui savent nous mettre suffisamment en confiance et nous voir, ça change tout. Ça change une vie. Ça sauve des vies. Donc, s'il vous plaît, formez-vous.